Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Ah, la politesse. Est-ce quelque chose de dépassé, de ringard, d'obsolète ? C'est un débat qui revient assez souvent dans les milieux d'éducation bienveillante. Je le vois régulièrement réémerger sur des groupes Facebook ou dans des conversations parmi des parents qui sont attentifs à respecter les besoins de leurs enfants. Et la question qui revient le plus souvent, c'est faut-il forcer son enfant à dire bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît ? Alors il y a encore un autre débat qui est celui de faut-il forcer les enfants à faire des bisous ? Là, c'est encore autre chose parce que c'est quelque chose qui relève du corps et du contact physique et corporel. Alors, je vais poser le cadre tout de suite. En ce qui me concerne, je n'ai jamais forcé, en tout cas depuis très longtemps, je n'ai pas forcé un enfant à me faire un bisou. Je ne force jamais mes enfants à faire des bisous. C'est quelque chose que je n'aime pas, tout simplement parce que je trouve qu'il est difficile d'enseigner aux enfants qu'ils doivent accorder leur consentement pour tout ce qui relève de leur corps, d'un côté, et en même temps les forcer à faire des bisous. Donc, je trouve que c'est plus cohérent de faire comme ça. Donc ça n'est pas le débat du jour. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, bien entendu, mais ça n'est pas ce que je voudrais aborder aujourd'hui. Quand je parle de politesse aujourd'hui, je parle vraiment des conventions. Le fait de dire « Bonjour monsieur, bonjour madame, s'il vous plaît, merci, au revoir monsieur, au revoir madame ». La façon de manger à table, de se tenir, la façon de laisser passer quelqu'un devant soi, etc. Y a-t-il encore quelque chose à sauver dans les règles de politesse et de savoir-vivre ? On a parfois l'impression que c'est quelque chose de totalement dépassé. Et je ne sais pas si vous avez chez vous des vieux manuels de savoir-vivre qui traînent, mais je sais que chez mes parents, il y a un manuel des bonnes manières ou un guide du savoir-vivre, je ne sais plus, écrit par Madame la baronne de Rothschild, s'il vous plaît, ce n'est pas rien. Et c'est vrai que beaucoup des règles peuvent sembler totalement superflues, un petit peu datées, et on peut se demander si tout ne serait pas à jeter à la poubelle. Il y a donc, je trouve, encore plus aujourd'hui qu'autrefois, une véritable remise en cause, une remise en question du bien fondé des règles de politesse. Alors, faut-il vraiment tout jeter ? Personnellement, je vais pas faire durer le suspense, je pense que non. Mais pourquoi ? Si on revient au sens du mot politesse, désolé, c'est un petit peu un cliché, quand on aborde une notion, de commencer par regarder le sens du mot. Vous avez probablement appris ça dans vos cours de philo ou de français. Mais bon, une raison pour laquelle ça devient un cliché, c'est que c'est utile de revenir au sens des mots. Politesse, ça vient du verbe polir, rendre quelque chose lisse. Donc la politesse, c'est ce qui nous rend lisses, unis, sans aspérité. Alors, personne n'a envie aujourd'hui d'être uni ou lisse ou sans aspérité. Qu'est-ce qu'on met en avant ? On met en avant l'originalité, tant pis si on se fâche avec des gens, pourvu qu'on affirme sa personnalité. On a besoin d'être unique, de se démarquer. Et la politesse vient un petit peu en contradiction avec tout ça, puisqu'au contraire, la politesse consiste à se fondre dans un moule, à se conformer à des règles que tout le monde est appelé à respecter. Et donc je comprends tout à fait que l'on ait une grosse remise en question, dans notre époque d'individualisme et d'originalité, qu'on ait une grosse remise en question de ces règles de politesse. Et pourtant, je reste convaincue que l'être humain a un instinct grégaire. L'être humain est un être social par excellence et nous sommes faits pour essayer de nous associer, pour essayer de former des groupes. C'est ce qui se passe naturellement dans tous les milieux, dans tous les pays, à toutes les époques. L'homme s'est réuni en groupe. Et pour assouvir cet instinct grégaire, pour former des groupes, il faut montrer patte blanche. Il faut montrer qu'on est capable de faire partie du groupe, qu'on est capable de s'adapter, de faire passer notre petite personne après les besoins du groupe et
les codes, les conventions, les règles, les us et coutumes. Tout ça, c'est ce qui va permettre de tester les gens. Est-ce que vous êtes capable de vous adapter à nos us et coutumes? Est-ce que vous êtes capable de respecter nos conventions? Oui? Alors d'accord, vous faites partie du groupe. Ça va peut-être vous paraître farfelu de se dire ce n'est pas parce que je dis bonjour que je suis capable de respecter les règles de la vie en société, et à l'inverse, ce n'est pas parce que je refuse de dire bonjour que je vais me retrouver à assassiner quelqu'un ou à me battre violemment contre quelqu'un demain. Mais ce sont des signes, des symboles, et nous avons besoin de symboles. En fait, c'est un effort que l'on fait pour affirmer au groupe « Vous n'avez rien à craindre de moi. Je suis prête à faire des efforts pour me conformer à vos habitudes et pour vous montrer mon respect. » Et je vous le prouve en accomplissant ces règles qui sont, oui, arbitraires, artificielles, conventionnelles. D'ailleurs, ces règles, elles évoluent avec le temps. Par exemple, jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps, il était inconcevable pour une femme de sortir en cheveux. Attention, mesdames, il fallait mettre un chapeau, ou un bonnet, ou quelque chose sur la tête. On ne sortait pas en cheveux. Alors c'est une expression qui m'a toujours fait rire parce que on a toujours ses cheveux sur la tête, donc techniquement, quand on sort, on est toujours en cheveux. Mais bon, c'est une expression que mes grands-mères utilisaient, ou les grands-mères de mon mari, et qu'une femme sorte en cheveux, c'était un scandale. Ou alors, au moins, s'attacher les cheveux et que les cheveux soient coiffés, relevés, en chignon, coiffés, même si on ne porte pas de chapeau. Mais certainement pas les cheveux lâchés, ça ce serait un scandale. De même, on ne sortait pas sans gants, s'il vous plaît, attention. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, ces règles-là sont dépassées, tout simplement parce que la société dans son ensemble les a mises de côté. La mode a évolué et on ne s'habille plus de la même façon. Mais c'est la société dans son ensemble qui a fait évoluer ces règles-là, et cela a pris des dizaines d'années. Pendant cette période de transition, il y avait encore un certain nombre de personnes qui s'accrochaient à ces règles de politesse, tandis que d'autres les ont abandonnées plus vite. Et il est tout à fait possible que certaines règles que l'on applique aujourd'hui, et que certaines personnes commencent à délaisser, se retrouvent délaissées par l'ensemble de la société dans 20 ans. On voit bien que les choses évoluent. Jusqu'à il y a encore 2 ans, on se serrait la main, on se faisait la bise. Aujourd'hui, on ne le fait quasiment plus. En tout cas, pas avec de simples relations. Je me rappelle quand j'étais au collège, eh bien, le matin, quand on était une fille, on faisait la bise à tout le cercle de copines qui étaient là. Ça pouvait prendre un petit peu de temps, mais on faisait la bise à tout le monde. Et les garçons serraient la main de tout le cercle qui était là. Alors, entre garçons et filles, on se faisait la bise. Voilà, c'était une règle bien établie. Bien, je me demande un petit peu aujourd'hui, au collège, on ne le fait plus. Est-ce qu'il y a des choses qui vont prendre le relais de ces signes de politesse? De même, ces règles, elles sont évidemment conventionnelles et arbitraires parce qu'elles évoluent elles changent suivant les pays. Nous n'avons pas les mêmes règles ou conventions de politesse. En Corée ou au Japon, il y a non pas seulement des titres différents que l'on accorde aux personnes suivant leur position dans la société, mais il y a tout un langage différent, une façon de parler qui va être différente pour chacun. C'est comme si on n'utilisait pas la même langue pour parler à l'empereur au Japon. Il y avait un langage spécifique pour l'empereur, ou pour parler à un commerçant, ou pour parler à sa grand-mère, ou pour parler à un enfant. Et puis, on voit bien que dans beaucoup de pays asiatiques, on s'incline facilement et profondément, dans beaucoup de cas. Pour dire bonjour à quelqu'un, on va s'incliner. Si c'est quelqu'un qui est plus haut placé que nous dans une hiérarchie professionnelle, on va s'incliner plus profondément, etc. Ça, en France, on ne le fait pas. Un petit signe de tête, éventuellement, mais jamais on ne s'incline devant quelqu'un. C'est comme les coutumes de s'embrasser sur la bouche. En Russie, ça n'a rien de sexuel, rien du tout. En Europe de l'Ouest, si. Aux États-Unis, on voit très souvent des parents embrasser sur la bouche leurs très jeunes enfants. En France, c'est généralement considéré comme choquant. Ce ne sont que des conventions. On attribue un sens à différents gestes, et la société dans son ensemble se met d'accord par les usages
pour considérer qu'on doit se comporter de telle ou telle façon avec les gens. Et cela a des implications. Clairement, dans ces pays d'Asie dont je vous parlais, puisque chaque fois que l'on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse à lui en fonction de sa position dans la société. Est-ce que c'est une personne âgée? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un supérieur hiérarchique? Est-ce que c'est une femme plus âgée? Est-ce que c'est un homme plus jeune? Est-ce que c'est quelqu'un de ma famille? Etc. Eh bien, cela fait que les gens gardent sans arrêt en tête leur place dans la société et la place des autres par rapport à eux. Donc il y a une hiérarchie qui est très présente et qui reste sans arrêt à l'esprit des gens. Là où en France ou dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest, c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent. On ne s'exprime pas tellement différemment avec son chef au travail ou un parent qu'on croise au parc ou avec sa belle-mère, par exemple. Voilà. On a de légères différences, on a le vouvoiement, le tutoiement, on a le prénom, on a le monsieur ou madame, mais les choses n'en sont pas aussi drastiquement différentes qu'au Japon. Donc ces règles, oui, elles sont conventionnelles, elles évoluent suivant le temps ou l'espace. Malgré tout, les bases sous-jacentes demeurent les mêmes. Et la grande base de la politesse, c'est le respect. Ce qui sous-tend la politesse, c'est le respect. Pourquoi fait-on ces gestes? Pour manifester son respect envers quelqu'un. Même si la politesse demande un effort, et je dirais même plus parce que la politesse demande un effort, elle est une marque d'attention à l'autre. On prouve à l'autre qu'on fait attention à lui et qu'on est prêt à lui sacrifier quelque chose, même si ce ne sont que les 2 secondes nécessaires pour dire bonjour monsieur. On est prêt à lui sacrifier ces 2 secondes pour lui manifester notre respect. Alors, je comprends que ce soit controversé dans certains milieux aujourd'hui, mais on a souvent tendance à se payer de mots et à dire « Ah, je t'aime, je te respecte, oui, bien sûr que je fais attention à toi, bien sûr », sans poser des actes derrière, sans manifester concrètement que oui, on aime cette personne. Bien, ça veut dire que je vais faire quelque chose pour elle, pas simplement que je vais l'aimer dans mon cœur. Que oui, je respecte cette personne. Ça veut dire que je vais lui manifester mon respect, par des gestes, par des paroles. Que oui, je fais attention à cette personne, donc je vais le manifester par des gestes et par des paroles. Alors bien sûr, quand on parle de respect, indirectement, se met en place une notion de hiérarchie. Si je respecte quelqu'un, c'est que je le reconnais comme étant supérieur ou égal à moi, en dignité, en respect. Et je pense que c'est cette notion de hiérarchie qui est en fait critiquée derrière tout cela. Et plus profondément, il y a en fait un refus de se sentir inférieur. En particulier, inférieur par rapport à des gens qui ne nous paraissent pas réellement supérieurs ou égaux à nous. Je m'explique. Les personnes que l'on respectait beaucoup autrefois, à qui on accordait les plus grandes marques de respect, les plus grands signes de politesse, la bourgeoisie, les nobles, des personnes qui étaient haut placées, aujourd'hui, on a tendance à les critiquer, à les mépriser, à estimer que ce sont des personnes qui sont nées avec une cuillère d'argent dans la bouche, qui n'ont pas mérité leur position. Et donc on est plus enclin à ne pas leur manifester notre respect. Aujourd'hui, on manifestera plus volontiers des marques de politesse vis-à-vis d'acteurs ou de footballeurs que vis-à-vis d'hommes politiques. Alors, pas de la même façon qu'autrefois, évidemment. On ne va pas forcément dire bonjour monsieur à un footballeur, mais on va lui dire combien on l'admire, on va lui demander de signer quelque chose pour nous, etc. À l'inverse, les hommes politiques aujourd'hui, qui les respectent? Honnêtement, plus grand monde. Donc les personnes qui faisaient traditionnellement partie de ce qu'on pourrait appeler l'establishment, de la vieille hiérarchie sociale, on n'a plus envie de leur manifester notre respect. Et inversement, ce sont des gens qui étaient décriés autrefois. Les acteurs, jusqu'au XXe siècle, faisaient partie de la lie de l'humanité. C'était des gens qui étaient très mal considérés dans la plupart des cultures, dans la plupart des époques, parce qu'ils menaient souvent une vie un peu dissolue, parce qu'ils jouaient un rôle, donc on les soupçonnait de ne pas être honnêtes et authentiques. C'est très récemment
que l'on s'est mis à accorder un statut social élevé aux acteurs. Donc il y a cette espèce de renversement de la hiérarchie aujourd'hui qui brouille les normes sociales et qui brouille les règles de politesse et de courtoisie. Alors au-delà de tout ça, je pense que la politesse a quand même sa place dans notre société et donc sa place dans ce que nous allons transmettre à nos enfants. Et je pense que la première chose à transmettre à nos enfants, c'est le respect dû à tout être humain. Alors c'est quelque chose qui est relativement évident lorsqu'on croit en un Dieu créateur qui nous a tous créés, puisque s'il nous a tous créés, on a tous une valeur aux yeux de Dieu, et donc on a tous une valeur les uns par rapport aux autres. À notre époque, qui est beaucoup plus athée ou agnostique, on n'a plus cette égale dignité du simple fait d'exister. Malgré tout, je pense que c'est quelque chose sur lequel la plupart des gens peuvent s'accorder, que tout être humain a droit à notre respect. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire beaucoup de choses, mais on peut aussi le manifester justement par des règles de politesse. Ça va peut-être vous paraître suranné ou dépassé, mais quand je parle avec un SDF, je l'appelle toujours monsieur ou madame. Je lui dis toujours bonne journée monsieur, bonne journée madame. Peut-être avec encore plus d'intention que quand je croise quelqu'un dans la rue, que quand je vais à la boulangerie. Je ne dis pas forcément bonjour madame. Mais plus particulièrement pour ces gens qui se retrouvent un peu déshérités, souvent humiliés, eh bien j'essaie, vous me direz ils ont plus besoin d'argent, de nourriture, d'abri, oui c'est autre chose, et bien sûr que j'essaie de m'investir aussi dans ce domaine-là, mais à travers ces tout petits gestes, de leur parler avec respect, de les vouvoyer, de les appeler monsieur ou madame, je pense qu'on leur redonne un petit peu d'estime d'eux-mêmes et un petit peu de respect envers eux-mêmes. Il y a une chose qui m'a beaucoup choquée à la rentrée, c'est que à l'école de notre ville, les enseignantes, il n'y avait que des enseignantes en l'occurrence, de l'école maternelle étaient présentées sur l'organigramme sous leur nom complet. Christelle Dubois. Il n'y a pas de Christelle Dubois, hein, c'est pour vous donner un exemple. Christelle Dubois. Et les ATSEM, je crois même qu'il y avait un madame ou un... Je crois que c'était madame Christelle Dubois ou juste Christelle Dubois, je ne sais pas. Et les ATSEM, quant à elles, n'étaient présentées qu'avec leur prénom. Sur l'organigramme, il y avait leur photo et en dessous, simplement, Julie, Brigitte. Et j'ai trouvé ça profondément choquant. Pourquoi est-ce qu'on accorde à l'enseignante le privilège d'être appelée par son nom complet ? Et puis nous allons naturellement l'appeler madame. Nos enfants peut-être maîtresse ou madame. Et pourquoi l'ATSEM sera appelée par son prénom ? Et j'avoue que j'ai trouvé ça assez choquant, parce que je pense que c'est une façon supplémentaire de dévaloriser le rôle des ATSEM, qui est déjà très peu considéré. Alors, au-delà de ces règles de respect que l'on doit à tout être humain, beaucoup d'autres règles qui peuvent paraître totalement arbitraires sont essentiellement là pour montrer, comme je le disais au départ, notre bonne volonté. Notre volonté de nous conformer à l'ordre social. C'est comme un panneau qu'on afficherait sur notre front pour dire « Je ne suis pas une menace. Je ne suis pas une menace. » Et je vais me permettre justement de reprendre la phrase de Frédéric Rouvillois qui a écrit il est juriste à la base et un excellent écrivain aussi. Et il a écrit justement un livre sur la politesse. Et il dit que historiquement et jusqu'à nos jours, la finalité de la politesse est d'éviter la violence. Et je pense que si on se conforme à ça, eh bien on peut se dire que la politesse n'est pas dépassée, bien au contraire, et que peut-être, s'il y a davantage, il y a toujours eu de la violence, hein, mais si on voit davantage de violence peut-être depuis qu'on porte un masque, depuis qu'on abandonne certaines marques de respect à cause de la pandémie, eh bien c'est peut-être parce que justement on oublie ces règles de politesse élémentaires, qu'on ne les a pas remplacées par autre chose, et que du coup on n'a plus ces petits éléments auxquels se raccrocher pour éviter la violence. Alors comme il s'agit quand même d'un podcast consacré à l'éducation, bien évidemment, cette politesse, nous pouvons la transmettre à nos enfants, avant tout par l'exemple, c'est évident, mais
au-delà de l'exemple que l'on peut donner, il arrive très souvent que les enfants remettent en question les règles purement conventionnelles. Et si je peux vous donner une petite astuce pour transmettre la politesse, c'est de toujours en revenir au sens derrière les règles. Même pour nous, souvent on fait des gestes où on dit des choses sans même savoir pourquoi. Et quand on en revient au sens derrière les choses, on se dit « Ok, cette règle-là a toujours une valeur aujourd'hui. Cette règle-ci, non, en revanche, on peut s'en passer. » Par exemple, cette fameuse règle de politesse qui dit qu'il ne faut jamais couper sa salade. Peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, ça ne va pas changer radicalement votre vie. Pourquoi a-t-on posé cette règle que dans la bonne société, on ne coupe pas sa salade avec un couteau ? Tout simplement parce que autrefois, on utilisait dans un certain milieu de l'argenterie pour couper sa salade. Or, le vinaigre, qui est présent généralement dans les sauces des salades avec la vinaigrette, risquait de oxyder le couteau, la lame du couteau. Alors aujourd'hui, même dans les services d'argenterie, les couteaux ont des lames en inox, justement pour éviter d'être attaqués par une sauce, par du vinaigre, par quelque chose qui serait un petit peu acide. Donc aujourd'hui, cette règle de ne pas couper sa salade, elle n'a plus de valeur en termes de respect. Elle a encore une certaine valeur sociale, c'est ce qu'on pourrait appeler un marqueur de différenciation. Un peu comme une convention, un code secret, un peu comme un mot de passe ou une poignée de main secrète pour rentrer dans un certain milieu. Dans un certain milieu, cultivé, bourgeois, ce sont encore le genre de choses que l'on observe. Et on se dit, ah, elle n'est pas très bien élevée, elle ne sait même pas qu'il ne faut pas couper sa salade, elle ne sait pas quel couvert employer, ou elle pousse la nourriture avec son couteau. Vous voyez, des choses comme ça. À ce moment-là, on peut expliquer aussi à nos enfants qu'il y a des règles, qu'on ne va pas les obliger à suivre, mais qu'il est bon pour eux de connaître pour pouvoir s'adapter à tous les milieux et se faire accepter partout, se faire reconnaître partout. C'est une conversation qu'on a eue encore le week-end dernier avec notre fils aîné qui refusait de mettre une veste. Le dimanche, nous allons à la messe et nous nous habillons mieux que d'habitude. Et jusqu'ici, pour nos enfants, nous leur demandions de mettre, pour les garçons, en tout cas une chemise, et pour notre aîné, si possible, une veste. Et souvent pour notre deuxième aussi. Il aime beaucoup mettre des vestes. Et il n'en voyait plus l'intérêt. Donc on lui a expliqué notre position, qui était qu'il est important de savoir porter certains vêtements. Savoir porter des talons aussi, à un moment donné, pour une femme. Savoir porter une veste et une cravate pour un homme. Pourquoi ? Alors là, il ne s'agit pas du tout d'une marque de respect, mais il s'agit simplement de ne pas se fermer de porte et de pouvoir, si besoin, se fondre dans un milieu social assez élevé, peut-être bourgeois, peut-être aisé, sans se distinguer par ce genre de choses. Et il y a des choses pour lesquelles il faut s'entraîner. C'est-à-dire que on voit souvent... c'est quelque chose que j'ai particulièrement observé en classe prépa. On voit souvent des jeunes hommes ou des jeunes filles, des jeunes garçons ou des jeunes filles se préparer à des oraux de concours, des entretiens, et pour la première fois de leur vie mettre une cravate, mettre des talons, mettre une jupe. Et on voit à quel point ils sont mal à l'aise là-dedans. Et je me dis, bon, il faut s'entraîner à ça avant. Et ça m'a aussi fait penser à ma propre jeunesse et comment je me distinguais déjà par de nombreux aspects. J'avais 3 ans d'avance. Donc au collège, au lycée, j'étais 3 ans plus jeune que les autres. C'était déjà suffisamment distinctif. J'étais chrétienne et je ne le cachais pas. J'étais catholique et je ne le cachais pas. J'étais très investie dans les débats politiques. Je n'hésitais pas à argumenter, à défendre mes opinions, etc. Et à côté de ça, j'ai toujours cherché, justement, sur le plan vestimentaire, à me fondre dans la masse. Justement, à ne pas me distinguer sur le plan vestimentaire des autres. Pourquoi ? Parce que je manifestais déjà par suffisamment de côté mon originalité, ma personnalité ou mon unicité. J'avais aussi besoin de manifester aux autres que, coucou, je ne suis pas une menace. Oui, je suis différente par bien des aspects et je dois vous paraître bizarre. En plus, je n'ai jamais été très habile socialement. Les compétences sociales ne sont pas ce que j'ai le plus développé. Mais je ne suis pas une menace. Je fais partie du groupe, je respecte le groupe et je ne vous ferai aucun mal. Voilà.
Alors, je voulais que ce soit un épisode très court et vous voyez, en fait, il dure quand même 25 minutes. Mais c'est un épisode qui me tenait d'autant plus à cœur que dans l'accompagnement à la parentalité et à l'IEF Montessori que je propose, nous avons abordé le thème de la grâce et de la courtoisie Montessori. La grâce et la courtoisie, c'est un domaine de la pédagogie Montessori que l'on travaille avec les enfants pour leur apprendre à vivre en société, à faire attention aux autres, à manifester leur respect et parfois à se conformer à de simples conventions, ici et maintenant, dans notre pays, à notre époque. Et il me semblait important de revenir au sens derrière tout ça. Parce que certains peuvent se dire que justement, toutes ces présentations de grâce et de courtoisie qu'on peut faire avec les enfants, elles sont peut-être dépassées. Et peut-être dans certains cas, oui, elles sont dépassées. Mais je pense que dans la majorité des cas, elles demeurent importantes. Ce sont des outils que l'on peut donner à nos enfants. Et ce sont des petits gestes, des petites paroles qui rendent la vie plus agréable pour tous. Et j'aime beaucoup que dans une classe Montessori, traditionnellement, quand une personne vient observer, elle se fait accueillir par les enfants eux-mêmes, qui lui proposent une boisson chaude et qui lui préparent une tasse de café ou une tasse de thé. Ça fait partie des traditions montessoriennes et on développe le sens de l'accueil, du respect, de la courtoisie avec les enfants dès leur plus jeune âge. Je ne pense pas que ce soit dépassé, je pense qu'au contraire, c'est amener les enfants à la plus haute version d'eux-mêmes, une version qui prend en compte les autres et leur manifeste de l'attention, de l'affection, et encore une fois, je l'ai beaucoup répété, mais beaucoup, beaucoup de respect. Voilà pour aujourd'hui, à mon tour de respecter votre temps et de vous adresser une dernière salutation de politesse. Si vous êtes intéressé par ce thème de la grâce et de la courtoisie, bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'accompagnement parentalité et IEF Montessori. Les liens sont dans la description de cet épisode. Mais je vous donne rendez-vous surtout la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.